Le débat du dimanche, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La principale articulation de cette émission sera le gigantesque meeting organisé ce matin par le président du Haut Conseil islamique Mahmoud Dicko et également le shérif de Nioro devant un stade du 26 mars plein à craquer. Les organisateurs qui n'ont pas été du tout tendres envers les tenants du pouvoir. On va en parler, ce sera la principale articulation de l'émission. Mais bien avant, on va aborder les sommets du G5 Sahel et de l'Union africaine avec nos invités Kassim Tambaguilé. Il est consultant et également Badou Sidi Koba, directeur de publication de Carrefour, Maître Chekmar Korare, avocat, et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Avant donc de revenir sur ce meeting géant du Haut Conseil islamique à la tête de l'Union africaine. C'est désormais l'Égyptien Al-Sisi qui remplace le Rwandais Paul Kagame, et au même moment, sinon 2 jours avant, à la tête du G5 Sahel, c'est le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré qui succédait au Nigérien Mahamadou Issoufou. Mais Tambaguilé, déjà par rapport à l'Union africaine, Paul Kagame, c'était une présidence sous le signe des réformes. Est-ce que vous pensez qu'un an après, il a réussi ces réformes-là à la tête de l'Union africaine? Je pense que Paul Kagame a joué un rôle essentiel au fait dans le cadre aujourd'hui des réformes structurelles pour que l'Union africaine puisse garantir l'intégration au niveau africain. Et je pense que son bilan est aujourd'hui apprécié au niveau régional. Et maintenant, la question essentielle, c'est de voir maintenant si Sisi peut aujourd'hui continuer dans la quête des résultats tangibles pour que l'Union africaine soit vraiment aujourd'hui une réponse endogène pour les pays africains. Badou, les échecs et les succès de la présidence Kagame? Kagame, il faut le reconnaître, a enregistré des succès réels dans la mesure où il a en partie réformé l'Union africaine. Il a beaucoup abordé les questions de financement, il a beaucoup abordé l'intégration économique du continent. Et au-delà, il s'est beaucoup apaisanti sur les questions de sécurité et sur les questions humanitaires. Vous savez que le continent actuellement traverse une grave crise qui est liée au terrorisme. Donc, il urge de trouver une solution urgente et cette solution passe impérativement par les questions économiques. Donc, il faut que l'Union africaine puisse se prendre en charge sur le plan économique pour pouvoir financer les nombreuses missions de maintien de la paix. Donc, Paul Kagame laisse l'Union africaine en bonne santé entre les mains du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Maître Konaré. J'estime que Paul Kagame n'a pas pu mener à bien les réformes qu'il voulait faire. Je vous donne un exemple. Il voulait l'indépendance financière des institutions de l'Union africaine. Il a accéléré le processus de mise en place de 2% de taxes sur les importations en Afrique. Mais il y a eu un braquage de certains pays qui ne voulaient pas entendre parler de ces taxes et qui avaient plutôt tendance à écouter les pays occidentaux. Si bien qu'au jour d'aujourd'hui, la taxe n'a pas pu être opérationnelle et celui qui succède à Kagame, le président égyptien, est l'un des opposants à cette taxe. Donc aujourd'hui, je pense que Kagame a imprimé un élan, mais cet élan risque de se briser par la suite avec la venue de Al-Sisi et avec la montée en puissance des opposants aux réformes. L'Union africaine est une vieille mécanique. À mon avis, c'est une mécanique sclérosée par la routine qui n'aboutira à aucune réforme en réalité. D'accord, Serge Daniel. Moi, je dirais que Kagame, il y a quand même la méthode. Ce qu'il a dit n'est pas une chose juste. Il a dit, mais si vous voulez développer le continent, il faut que nous finançons nous-mêmes notre continent. Il a essayé, ça c'est quand même quelque chose d'important. En arrivant, j'écoutais un peu les informations et ce qui se disait, c'était que le président égyptien a tenu quand même un discours à la Nasser, un peu comme si il ne voulait pas remettre en cause ce que Kagame a fait. Je pense que c'est une bonne chose. Mais le véritable problème de l'Union africaine, vous connaissez ma position, je pense que ça ne va pas décoller parce qu'il n'y croit pas beaucoup. Mais il a eu des problèmes, je pense, avec le Nigeria notamment et
l'Afrique du Sud, qui se sont dit, mais on parle de l'Afrique du Sud, on parle du Nigeria, on parle de l'Algérie, mais que vient faire le Kagame? Il n'a pas d'ordre à nous donner. Kagame a fait du bon job, je trouve. Il faut voir comment le président égyptien va reprendre les choses en vol. Est-ce qu'il va faire la même chose? Son discours, certains sont déjà optimistes parce qu'il cite Nasser, ce qu'il ne faisait pas avant. Et il faut espérer qu'il fasse mieux que Kagame. Oui, Tambagili, est-ce que ce débat-là ne nous éloigne pas des objectifs initiaux de l'Union africaine, de la défunte Organisation de l'Unité africaine, qui semble le gouvernement fédéral africain, les États-Unis d'Afrique? Est-ce qu'on ne s'éloigne pas progressivement de ce débat avec des questions de réforme, de structuration et tout? Je pense que l'essentiel, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'Afrique est fortement divisée. À mon humble avis, Paul Kagame, il a posé les jalons dans le cadre d'une démarche participative. Lorsqu'il a évoqué la question d'autonomie financière, à mon humble avis, c'était l'une des approches que j'ai fortement appréciées. Parce qu'il faut reconnaître, actuellement, nous avons 5 pays phares qui contribuent énormément aujourd'hui au budget de l'Union africaine, qui est aujourd'hui le Maroc, l'Algérie, le Sud-Afrique, et aujourd'hui l'Égypte, qui assure la présidence. Et aujourd'hui, la question, c'est de voir maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas revoir un peu cette approche de participation pour garantir une certaine autonomie financière? Parce que la difficulté majeure aujourd'hui de l'Union africaine, c'est par rapport aujourd'hui à l'autonomisation financière. Ce problème est une question essentielle. Et Paul Kagame, je pense qu'il incarne quand même aujourd'hui un modèle aujourd'hui et il a joué un rôle essentiel. Oui, l'autonomisation financière, mais je reprends ma question, Maître Konaré. Le Ouest africain, le Sénégalais ou le Malien qui se rend à Nairobi, avec les tracasseries, c'est pas possible. Or, on est supposé être dans un grand ensemble continental panafricain. On est loin de l'opérationnalité de ces concepts-là. On est très, très loin. D'abord, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que une agrégation de pays pauvres ne crée pas la richesse. L'Union africaine n'a pas d'argent. Il faut qu'un État qui a les moyens, donc se sacrifie pour le bien commun. Il faut qu'à la tête de cet État, il y ait un leader suffisamment légitime pour être écouté de la plupart des États membres de l'Union africaine. Mais tous ceux qui ont rempli ces critères-là ont été éliminés de la scène internationale. Je veux vous parler de Nasser, je veux vous parler plus récemment de Kadhafi. Et donc tous ceux qui sont à même de financer, de soutenir le projet d'union de l'Afrique ont été éliminés. Parce que ça ne fait pas l'affaire de puissances très grandes, des puissances internationales. Donc, cette affaire d'Union africaine, là, c'est l'arlésienne, c'est une chimère. D'accord. On n'y arrivera pas. Ok, on va rester autour des instances régionales ou sous-régionales, cette fois-ci avec le G5 Sahel. On le disait, l'Égyptien Al-Sisi qui succède donc au Rwandais Paul Kagame à la tête de l'Union africaine. En revanche, pour le G5 Sahel, c'est le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui préside désormais aux destinées de l'institution, en remplacement donc du Nigérien Mahamadou Issoufou. Badou Sidi Koba, c'est la même thématique, la même équation, l'autonomisation. Le G5 Sahel tarde à décoller parce qu'il n'a pas les moyens de sa politique. Effectivement, le G5 Sahel tarde à décoller et je pense que le président Roch Marc Christian Kaboré, qui a pris les manettes de l'organisation, a un gourdin sur la tête parce que chez lui-même ça ne va pas. Il y a 1 ou 2 semaines, et la base militaire de Nansumbu a été détruite, la base militaire de Kompienga et la province de Yatenga a été touchée, et surtout sa partie frontalière avec le Mali où 14 personnes ont été tuées à la veille même du sommet du G5 Sahel, et l'est du Burkina est également touché. Donc c'est pour vous dire à quel point il urge vraiment de trouver une solution pour résoudre les problèmes. Par rapport à la question du financement, les experts estiment qu'il y a 160 millions d'euros qui manquent encore. Or, au-delà de l'aspect sécuritaire, il faut aussi gagner le tout économique. Et c'est pour cette raison que quand les chefs d'État se sont retrouvés à Nouakchott, ils ont demandé à ce qu'on puisse rassembler rapidement 122 millions d'euros dans le cadre du programme prioritaire d'investissement. Parce que Mamadou Issoufou l'a rappelé, le terreau fertile du terrorisme, c'est surtout la pauvreté et la misère. Donc, il urge que les pays du G5 Sahel
mettre tout en œuvre pour vraiment pouvoir réunir les sommes nécessaires pour faire démarrer rapidement la force même du G5 Sahel. Vous savez que depuis que la force a été créée, pratiquement, elle n'a pas mené beaucoup de missions. L'autre jour, Anana Ould Sidi, le général Anana Ould Sidi qui dirige la force du G5 Sahel, a dit que 3 missions ont été effectuées, mais des gens ont dit qu'aucun terroriste n'a été éliminé. Donc, pour vous dire à quel point il urge vraiment que l'ensemble des forces du G5 Sahel mutualisent leurs efforts pour venir à bout du terrorisme. Sardanel, G5 Sahel, les sommets se suivent et se ressemblent quasiment. On n'est pas sorti de l'auberge. Il y a un seul point positif dans le G5, je trouve. À chaque fois qu'il y a une réunion des chefs d'État, les 5 chefs d'État sont là. Ça, c'est quand même quelque chose qui me frappe, il faut le souligner. À chaque fois, les 5 sont là, alors que généralement, dans les organisations sous-régionales, les chefs d'État tous ne sont pas là. Donc ça, c'est quand même frappant. Et il faut voir la distance, le Tchadien est loin de du Mauritanien, mais ils se retrouvent tous. Mais le problème est le même. Le communiqué de Ouaga, c'est le même communiqué quasiment qu'il y a eu avant Ouaga. Le communiqué dit 2 choses. Il faut que la communauté internationale nous donne un mandat fort pour pouvoir agir. L'ONU n'a pas donné ce mandat, n'est pas prêt à le donner parce que les Américains ne veulent pas. De l'autre côté, les pays demandent toujours les moyens. Mais on ne peut pas attendre les moyens et un mandat fort pour s'en sortir. Vous savez que le G5 a décidé que chaque pays mobilise 10 millions de dollars pour mettre à niveau ses propres troupes, si vous voulez. D'après mes enquêtes, il n'y a que 2 pays, ne me demandez pas lesquels, je ne veux pas avoir trop de problèmes, il n'y a que 2 pays qui ont respecté cela. Donc si vous ne pouvez pas vous-même commencer par mobiliser les moyens pour mettre à niveau vos troupes, je ne vois pas comment vous allez pouvoir vous en sortir. Sinon, c'est le même communiqué. Le communiqué de Ouagadi, oui, il faut créer la compagnie, la fameuse compagnie aérienne. Il y a une nouveauté parce qu'il y a eu la création d'un centre de sécuritaire d'alerte précoce à Ouagadougou, mais c'est pas nouveau, c'est déjà au Mali, c'est ailleurs, la CEDEAO a créé ça au Mali, ailleurs. Donc je pense que c'est pas, ils se retrouvent, ça c'est bien déjà, mais il y a un déclic qui manque parce que je ne vois pas les choses avancer. Ok, on ne voit pas les choses avancer, bien au contraire, elles reculent, puisque le G5 Sahel, déjà c'est un repli tactique de sévarer, le quartier général se trouve désormais à Bamako. Maître Konaré, sur ce sommet du G5 Sahel. Je vous dis, cette affaire de G5, je n'y ai jamais cru. C'est de la pure propagande. Qu'est-ce que le G5 apporte de nouveau par rapport à la MINUSMA? La MINUSMA a 11 700 hommes sur notre territoire. Les moyens de l'ONU, les moyens de la France, les moyens des États membres. La MINUSMA n'arrive pas à éliminer une poignée de rebelles qui continuent de contrôler le territoire et de se comporter comme en terrain conquis. Qu'est-ce que le G5 apporte de plus? Rien. Donc c'est de la propagande. Moi, je serais les promoteurs du G5, je le dissoudrais. Ça ne sert à rien. Oui, mais quand même, il y a des projets volontaristes. Il y a Air Sahel, par exemple. Il y a Air Sahel. Tout n'est pas négatif. Ça ne sert à rien. Bon, moi, je pense qu'il faut vraiment voir les choses à la source. C'est qu'il y a, les États doivent assumer les responsabilités de façon objective. En regardant aujourd'hui la situation, chaque pays, aujourd'hui, il y a des vides juridiques. Les 5 pays, il y a des vides plutôt. Les vides aujourd'hui, l'absence de l'État dans certaines zones maintenant développe aujourd'hui l'insécurité. Et la question financière, il faut vraiment évoquer une partie que Serge a dit. Aujourd'hui, le montant qui a été demandé comme contribution par État, le montant exorbitant. Quand nous regardons les 5 États aujourd'hui qui constituent le G5 maintenant, il n'y a que 2 États qui disposent d'une capacité. Donc c'est une conception occidentale, le G5, et à mon humble avis, c'est un échec. Ok, d'accord. Voilà. Il y a une convergence de facteurs, Badou Sidi Koba. C'est en ce moment même que le Tchad, qui semble le bras armé du G5 Sahel, le président Déby Itno semble un tout petit peu en difficulté parce qu'il y a des tentatives de raid de l'UFR vers N'Djamena. Comment est-ce qu'on doit appréhender tout cela? Est-ce que ça ne fragiliserait pas, si ça aboutissait, le dispositif du G5 Sahel? Le Tchad est le bras armé de... Justement, c'est pour éviter la fragilisation du Tchad que le député de la commission de défense de l'Assemblée nationale française, Jean-Jacques Bridet, a souligné que les Mirage 2000 français sont entrés en action pour stopper la progression de l'Union des forces pour la résistance de Timan Erdimi, parce qu'ils sont parvenus quand même à pénétrer en profondeur en territoire tchadien entre le Tibesti et l'Enedi, donc jusqu'à environ 400 km. L'aviation tchadienne est intervenue, mais elle n'a pas pu le stopper. Donc il a fallu que la France fasse décoller ces Mirage 2000 pour les empêcher de continuer leur progression. Parce que le député a avancé comme argument que le Tchad joue un grand rôle au sein
de la MINUSMA, parce que la MINUSMA est dominée par le contingent tchadien, il faut le dire clairement. Au-delà de ça, le Tchad est la tête de proue de la force conjointe du G5 Sahel. L'armée tchadienne intervient dans la région du lac Tchad au sein de la force multinationale qui combat Boko Haram. Donc, pour toutes ces raisons, il fallait quand même soutenir l'armée tchadienne face à ces gens-là. Sinon, nous savons tous que Idriss Déby est un dictateur et ce n'est pas un bon démocrate, il faut le dire, mais on n'a pratiquement pas le choix parce que quelqu'un, il a toujours eu une carte en main pour faire pression sur la France. En février 2008, quand les rebelles sont rentrés en Djamena, il a utilisé l'affaire de l'Arche de Zoé et son pétrole, n'est-ce pas, pour contraindre la France à le soutenir pour chasser les rebelles de la capitale. Idriss Déby, dictateur, vous allez souvent à N'Djamena? Je ne sais pas. Ok. Maître Koraré, est-ce que Idriss Déby déstabilisé, ça peut avoir des répercussions sur le Sahel, sur le G5 Sahel? Ce serait très très grave pour tout le monde. Le Tchad se trouve au cœur du dispositif militaire de la MINUSMA, mais aussi de la France. Ce que les Français ne peuvent pas faire dans les montagnes du Tigargar, les pertes que la France ne peut pas supporter en hommes, c'est le Tchad qui donne sa poitrine aux balles des terroristes. Donc, la présence du Tchad dans le dispositif français et onusien est capitale. Si il advenait que le Tchad sombre, alors vous n'entendriez plus parler de MINUSMA ni de Barkhane. Alors, il faut coûte que coûte préserver l'armée tchadienne. Je ne dis pas le régime de Déby, mais l'armée tchadienne. Et c'est à quoi la France s'emploie. C'est une très bonne chose pour le Mali aussi, parce que sans le Tchad, il faut s'attendre à une déferlante terroriste sur le centre et l'ouest, je veux dire la capitale. C'est Daniel, sur la situation au Tchad. Très rapidement, je voulais dire que les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Et la France est intervenue à la demande du Tchad parce que ce qui allait se passer, à mon avis, était grave. C'est-à-dire les rebelles, en fait, s'apprêtaient à prendre le contrôle, tentaient de prendre le contrôle du village du président Déby. Et prendre le contrôle du village du président Déby, on imagine qu'il doit avoir un stock d'armement très important là-bas. Et que le problème, c'est qu'ils prennent le contrôle du village, donc en même temps du camp militaire, de la réserve, ça pouvait avoir des répercussions à N'Djamena. Si ça avait des répercussions à N'Djamena, ça pouvait avoir des répercussions dans le nord du Mali. Donc la France est intervenue pour cela, pour donner un coup de main à un allié, si vous voulez. Ouais, mais jusqu'à aller dire que le président Déby est un dictateur, moi je ne le dirais pas. Voilà, surtout qu'il faut prendre au sérieux cette tentative de marche de l'UFR en N'Djamena, puisque c'est en 2008, en février 2008, on a vu les colonnes de cette même UFR parader dans les rues de N'Djamena. Deuxième thème de l'émission, le meeting du Haut Conseil islamique. Ce sera juste après cette courte pause que je vous suivrai à observer avec nous. FESPACO 2019, mémoire et avenir des cinémas africains, du 23 février au 2 mars 2019. Voilà, FESPACO 2019, le cinquantenaire Africa Télévision qui y sera pour associer votre image à cet événement. Vous pouvez approcher donc nos services commerciaux à Bamako et à Ouagadougou. Deuxième thème du débat du dimanche, un stade du 26 mars plein à craquer. C'était ce matin à Bamako. Ils étaient, vous le voyez sur ces images, des milliers à répondre à l'appel du président du Haut Conseil islamique, l'imam Mahmoud Dicko, et du shérif de Nioro, de la situation au centre du Mali, en passant par la mise sous tutelle du pays, le programme sur l'éducation sexuelle complète ou la mauvaise gouvernance. Le ton était très dur envers les tenants du pouvoir. Les organisateurs du rassemblement pensent que le régime a atteint ses limites. Ils demandent la démission du chef du gouvernement, Soumeilou Boubeye Maïga, un extrait de certaines interventions que nous suivons ici.
ko k'a fɔ jamana masakɛ ye k'a k'a yɛrɛkun kisi a ka badenw kisi n'o ye aw ye a k'a ka jamana kisi a ko ka jamana k'a kisi ni kisi cogo jumɛn ye minisiri min b'an kun na sisan minisiri min b'an kun na n'o ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye a ka taa ka b'an kun na التكبير التكبير ثم التكبير ولله الحمد بوي ما غتا باكونا بوي غتونا غتا كا باكونا aboni president ni me na yeli waleya ale ni abito uchogola na kuchogo abale ta jamba da kuma ila mele amma ko ni president bi jade amma ko na tuku president ko le ana be chogo mina sisa no ye mbe contrôle mais mbe contrôle ka soro chienite mbi contrôle ka soro bajamla ya tala abito o hukumu kono na ya ale ka le kuma folenge ale bito o hukumu kono mena magana kuma folenge namu la dongodo aya akado fembe bala de ka jamana maamu mara hakla ka foko na pas d'opinion islamé wal ya almami o ma yele te ko don ite miri te réfléchi avec ka jamana sama ka ta ate jo annaw ka kuma e naw majo aw nyesli me romana heratel ko anga fo parce que jamana asera yo dola jamana bitur yo yarala jamana bina jamana tata yere tuni non un pays ami est un pays ami. Nous collaborons avec tout le monde. On préserve les intérêts des uns et de l'autre. Quand on y a quand on a souveraineté, il y a l'État. Quand on t'attend, il y a c'est qu'on fait gagner. Non, il faut refuser ça. Une plaine, surtout une plaine, centre-là. Il faut arrêter ça. Ni jamana ben. Jamana korotale. Ni jamana. Au cas bin, kake yugoroi. Ka jamana bin, kake yugosawoi. Ka jamana bin aw ga horoya nanga dambe o kamena hasigilena nous retirer notre souveraineté pendant que nous sommes assis. Non, il faut que le peuple soit debout. At-Takbir, debout. At-Takbir, summa Takbir. Aw ga horoya makanga menana an dambe makanga menana. Voilà, le porte-parole du shérif de Nioro et le président du Haut Conseil islamique, l'imam Mahmoud Dicko, très dur Badou Sidi Koba envers les tenants du pouvoir. Moi, je pense que le stade était rempli à craquer, était plein à craquer avec 60 000 personnes qui se sont déplacées. Donc ça illustre le malaise profond que traverse actuellement le Mali. Donc quand des dignitaires religieux vont jusqu'à réclamer la tête du Premier ministre, donc il urge que le président de la République ouvre les yeux et prenne la situation en main. Parce que la situation actuellement est extrêmement grave et cela a été illustré par ce grand meeting qui a été organisé par deux leaders de l'opposition qui ont toujours contesté son régime et qui ont vu des mauvais sa réélection. Donc tout compte fait, on peut dire aujourd'hui sans risque de se tromper que les religieux ont désormais leur mot à dire par rapport à la politique en République du Mali. Kassim? Oui. Bon, je pense que quand même il faut voir un aspect qui est essentiel. Je pense que c'est trop demandé le départ du Premier ministre. À mon humble avis, le gouvernement a des obligations de créer les conditions de négociation. Je suis certain que la situation est très tendue sur le plan social, sur le plan économique. Et nous sommes tous conscients aujourd'hui de cette situation qui prévaut. Mais à mon humble avis, ce n'est pas une fin en soi. Demander le départ du Premier ministre de la part des leaders religieux, je pense que c'est trop demandé. Nous avons une société civile qui existe maintenant. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que chaque acteur joue son rôle. Si toutefois aujourd'hui, ces meetings, à la sortie du meeting, le dernier aujourd'hui discours qui a été tenu en demandant le départ du Premier ministre, je pense à moi-même la vie, c'est trop demandé. Ouais. Oui, Maître Konaré, sur ce meeting-là j'avoue que je suis très perplexe. La position
du Haut Conseil islamique le fait désormais apparaître comme la véritable et nouvelle opposition politique. Le Haut Conseil islamique n'est plus dans la posture d'une organisation de la société civile ou d'une organisation religieuse, mais plutôt dans la posture d'une opposition politique. D'ailleurs, lors de son intervention, le président du Haut Conseil a dit que les musulmans ne quitteraient plus jamais l'arène politique parce que le Mali, c'est eux. Alors, devant cette opposition, nouvelle opposition qui se dresse et qui demande la tête du Premier ministre, que va faire le chef de l'État? Voilà la principale question qui découle de l'observation qui découle de ce meeting-là. Que va faire Ibeka de son Premier ministre? D'accord. Bon, moi, plutôt, avant les questions, je voulais faire 2 ou 3 observations, si vous me permettez, pour ce premier tour de table. D'abord, c'est une démonstration de force de 2 leaders religieux qui, pendant les dernières élections, ont appelé à voter contre le président de la République. Et d'ailleurs, dans la cassette du Premier ministre, je crois qu'on reparlera de lui tout à l'heure, il y a une cassette qui a circulé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il reprenait ça. Ce sont des gens qui ont toujours voté contre nous. Donc c'est une démonstration de force. On avait parlé de meeting de prière, mais en fait c'est d'abord un meeting de contestation. La deuxième observation, c'est que nous sommes quand même dans un état d'urgence. État d'urgence, l'opposition malienne est interdite de manifester, ou du moins on indique à l'opposition malienne, on encadre les marches de l'opposition malienne, mais là visiblement on n'est pas arrivé à encadrer les marches, la manifestation des religieux. Est-ce que les religieux sont plus puissants que les politiques? Je ne vais pas vous rejoindre tout de suite, mais c'est une autre observation. Et la dernière observation que je voulais faire pour ce premier tour de table, c'est quand même la position des partis politiques. Vous avez vu tout à l'heure les leaders de l'opposition, ils avaient tous des lunettes noires, Djebile, Soumaïla Cissé notamment, il y a un troisième qui est passé, Maître Moutagatal. C'est quand même l'opposition a appelé ses militants à se rendre massivement au stade du 26 mars. Mais de la même manière, j'ai un communiqué de l'ADEMA donc parti au pouvoir, qui appelle ses militants à se rendre au stade. Alors, opposition, majorité se rendent au stade pour écouter quel discours les 2 chefs religieux influents demandent le départ du Premier ministre. Je voulais me permettre de faire ces observations. Oui, il y a un baromètre, Kassim. Beaucoup attendaient de voir est-ce que le stade du 26 mars allait faire son plein pour pouvoir donner leur point de vue, parce que cela pouvait vraiment être important dans la balance si le stade avait été plein ou pas. Et finalement, c'était vraiment plein à craquer. Est-ce qu'il faut négliger cette convergence, cette affluence ce matin au niveau du stade du 26 mars? Ce point est essentiel. C'est là aujourd'hui montre que la population aujourd'hui est à bout, parce qu'il faut reconnaître que les difficultés aujourd'hui sont visibles à tous les niveaux. Maintenant, cette sortie aujourd'hui massive aujourd'hui donne aujourd'hui un signal fort en disant qu'aujourd'hui c'est le ras-le-bol. À mon humble avis, il faut que le gouvernement puisse aujourd'hui prendre ce message et inscrire dans ses obligations pour au moins créer les conditions aujourd'hui de négociation, de dialogue, pour que nous puissions avoir des réponses tangibles. Parce qu'actuellement, si on ne fait pas attention, il y aura encore une deuxième sortie qui risque de tourner mal. Si on regarde maintenant, l'État aujourd'hui n'arrive pas à garantir 2 aspects fondamentaux. D'abord, la verticalité, il y a des failles. Et le deuxième aspect, c'est la proximité avec la base. L'État s'éloigne de la base, c'est-à-dire le sommet de la base. Tant qu'aujourd'hui l'État n'arrive pas à garantir cette proximité, aujourd'hui ça crée une frustration. Et cette frustration maintenant amène des crises sociales. Aujourd'hui, nous sommes au bout d'une crise sociale qu'on ne veut pas aujourd'hui que ça soit étalé, mais à moyen de la vie, ça commence à se sentir. Ok. Badou, on est dans une suite, même quand on suit un peu la chronologie des choses, c'est parti après les élections, la présidentielle, l'histoire du projet sur l'éducation sexuelle complète, et aujourd'hui c'est ce meeting. On a l'impression que jusque-là, le gouvernement n'est pas parvenu vraiment à décrisper, à dénouer vraiment cette crise-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la suite? Parce que si rien n'est fait, il peut avoir une autre suite logique. En tout cas, le curseur de la contestation a atteint son comble et le gouvernement doit tout mettre en œuvre vraiment pour entamer le dialogue avec l'imam Mahmoud Dicko
et le shérif de Nioro Bouye. Parce que le problème fondamental, vous l'avez souligné, d'abord par rapport à l'élection présidentielle, les deux ont décidé de ne pas le soutenir. Ce qui est venu encore aggraver la situation, l'affaire de l'éducation sexuelle. Et au-delà de ça, les micmacs du Premier ministre par rapport à la question du centre, parce que quand Mamadou Dicko dit qu'on nous considère comme des étrangers chez nous, ça veut dire ce que ça veut dire, parce qu'il est Dicko quand même, c'est un peul. Donc tout ça démontre à quel point ils sont déterminés pour avoir la tête de Soumaïla Boué. Mais ça m'étonnerait que le président de la République puisse accepter la démission de Boué, parce que c'est grâce à Boué qu'il a été en partie réélu. Au-delà de ça, il y a la question du référendum qui pointe le nez, il y a les élections régionales, il y a les élections législatives qui auront bientôt lieu. Donc pour lui, Boué reste pratiquement la seule carte à jouer pour pouvoir tenir tous ces scrutins. Oui, M. Konaré, c'est comme une fièvre, un thermomètre qui monte à chaque fois. En fait, tout ça, c'est la suite logique des contestations nées de la dernière présidentielle. Après la présidentielle, autour de cette table, et particulièrement moi, nous avons appelé le pouvoir à dialoguer avec l'opposition. J'ai publié pour ma part un long article où je décrivais les scénarios possibles. Alors, il fallait créer un gouvernement d'ouverture et tout cela aurait pu être circonscrit parce que si Mahmoud Dicko et le shérif de Nioro ne s'entendent pas avec le président, peut-être se serait-il entendu avec un opposant à tel ou tel niveau de responsabilité. Mais au jour d'aujourd'hui, ce dialogue n'a pas eu lieu. Et le pouvoir s'est mis dans une logique d'usure de l'opposition. Et effectivement, il y est quelque peu parvenu. Mais j'avais aussi dit que dans la perspective d'un référendum constitutionnel, l'opposition ne manquera pas de recevoir des renforts. Ce sont ces renforts qui viennent aujourd'hui sous la forme des religieux. Alors, donc, qu'est-ce que le pouvoir peut faire aujourd'hui pour se sortir d'affaire? C'est encore une fois le dialogue politique. Parce que c'est ce dialogue politique qui est cette absence de dialogue politique qui se trouve à l'origine de la révolte des religieux. Oui. Et ces religieux-là, pour les calmer, il faut discuter avec ceux qu'ils écoutent. Aujourd'hui, ils n'écoutent pas le pouvoir, mais ils écoutent l'opposition. Donc oui, quand vous vous entendez avec l'opposition, les religieux vont reculer. J'imagine qu'on va parler de l'avenir du Premier ministre, mais je ne veux pas dévancer cela, mais ce que je constate quand même, c'est que Mahmoud Dicko a démystifié le stade du 26 mars. La seule fois où j'ai vu autant de monde, vous étiez très jeune à l'époque, c'était en 2002, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. La finale, c'était Alpha Omar Konaré qui était au pouvoir à l'époque. Vous étiez jeune, excusez-moi de le dire. C'est la première fois que j'ai vu autant de monde. Ils ont démystifié le stade du 26 mars parce que, pour la Vox Populi, il y avait seulement certains qui pouvaient remplir le stade. Le stade était plein à 8 heures. Moi, j'étais. J'ai vu longuement Dicko la veille. C'est pas un va-t-en-guerre. Son discours est très articulé. Il faut faire très attention à ce qu'il dit. Il dit pas non, je suis de l'opposition, etc. Il dit mais c'est mon pays, je vais m'occuper des problèmes de mon pays. On sent une opposition frontale avec le Premier ministre, avec le gouvernement. La démission du gouvernement est revenue autour du ministre. Il n'y a pour s'en sortir que le dialogue. Vous ne pouvez pas avoir une crise politique post-électorale et avoir une autre crise. Je n'ose pas parler de crise politico-religieuse. Oui, le dialogue, certes, vous allez avoir la parole, mais je vais poser cette question à M. Konaré. Le dialogue, certes, mais peut-être pas la compromission, puisqu'on est dans une république. Les institutions sont au-dessus de la religion, de toutes les religions. Or, l'équation semble un peu être cela, que le pouvoir cède, que la République cède face à l'avancée de la religion. Ça également, c'est une équation. Non, ça c'est une mauvaise interprétation des choses. Le Mali n'est pas une démocratie comme la Norvège ou la France. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au Mali, l'État est chancelant. Vous parlez de céder, que vous faites état du recul des institutions, mais les institutions sont déjà
en plein recul face à une organisation terroriste comme la SEMA. Les leaders de la SEMA sont logés à l'hôtel Kempinski alors qu'ils devraient être pendus haut et court au sens du code pénal. Sera puni de mort tout Malien qui prend les armes contre le Mali. Est-ce que cet article est en train d'être appliqué? Non. Donc, il ne s'agit pas pour les institutions de céder aux religieux. Non. Il s'agit pour les institutions de se réconcilier avec les autres Maliens. Oui. Et parmi ces autres Maliens, il y a les opposants, il y a les religieux, il y a d'autres couches. En un mot, comme en mille, on ne peut pas gérer le Mali comme on gère la France. Oui, parce qu'au meeting, on a entendu d'autres discours où on dit désormais les militants, les musulmans ne voteraient ni pour les leaders de l'opposition, ni ceux de la majorité, mais ils vont voter pour d'autres candidats musulmans. Ça peut inquiéter, non, M. Tamagile? Ouais, moi, je pense que ça, c'est une approche qui est très mauvaise pour notre pays. Et il faut reconnaître que nous avons des institutions républicaines aujourd'hui qui existent maintenant et que l'État s'inscrit dans le cadre normatif, le fonctionnement de l'État. Et si aujourd'hui, il y a cette ingérence aujourd'hui dans les affaires publiques, ça amène un débordement. Mais il y a un aspect que Serge a évoqué en disant que lors du meeting, il y avait les leaders de l'opposition politique qui étaient représentés. Ça, c'est un élément capital aujourd'hui. À mon humble avis, ce n'est pas normal aujourd'hui que c'est... dans la mesure où aujourd'hui, l'objet c'était de faire la prière et qu'on voit aujourd'hui d'autres représentations des leaders politiques par rapport à ça, ça peut avoir une autre formulation et ça peut avoir une inquiétude. Parce qu'à mon humble avis, on est dans une situation où on doit prier pour la paix sociale, l'apaisement social. Mais lorsque le meeting a été vraiment aujourd'hui organisé avec la présence des leaders politiques, à mon humble avis, ça peut amener une autre interprétation. Ouais, ça, on aussi du combat, puisque dans le débat, je ne sais pas si c'était Maître qui a suggéré, c'est peut-être d'approcher les leaders de l'opposition pour qu'ils puissent faire la médiation avec les religieux. Ça, on a inversé un peu les rôles. En temps normal au Mali, on avait recours plutôt aux leaders religieux quand il y avait tension, mais parce que les leaders religieux de plus en plus descendent dans l'arène politique. Bon, ça m'étonnerait que... Je n'ai pas dit ça. Non, j'ai dit de trouver un consensus politique qui va inclure ou qui va influer nécessairement sur la position des religieux. Okay. Je ne dis pas de transformer l'opposition en médiateur. Hein. Non, l'inquiétude, c'est peut-être la descente de leaders religieux dans l'arène politique. Sinon, en cas de conflit, qui est-ce qui va faire la médiation? Qui est-ce qui va calmer la situation s'ils descendent dans l'arène politique? Si les leaders religieux descendent dans l'arène politique, il y a le Recotrade qui peut intervenir vraiment pour harmoniser les points de vue. Et au-delà de cela, ça m'étonnerait que l'opposition puisse jouer un rôle de médiateur, parce que l'opposition aussi est à la conquête du pouvoir. L'opposition cherche à profiter des failles du régime pour pouvoir accéder au palais de Koulouba. Et ça, c'est une réalité, il faut le dire. Mais tout compte fait, on ne peut plus écarter les leaders religieux par rapport à la gestion du pays, même si le Mali est un État laïque, parce que l'immixtion même des religieux dans les affaires politiques a commencé à partir de 2002. Parce que je me rappelle, en 2002, lors de l'élection présidentielle, certains ont dit dans les mosquées qu'on a demandé à ce qu'on vote pour le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Donc depuis cette époque, les religieux progressivement ont intégré l'arène politique. Et avec Sabati 2012, tout le monde en vit, en 2013, l'élection d'Ibeka, il faut le reconnaître, a été motivée par les différentes déclarations que les religions ont eu à faire dans les mosquées pour dire, bon, votez pour le candidat Ibeka. Ibeka est le candidat idéal qui pourra sortir le Mali de cette impasse. Serge Daniel, quel avenir pour le Premier ministre dans ce contexte-là? Écoutez, moi je pense que l'avenir du Premier ministre est d'abord entre les mains du Président de la République. C'est lui qui a son timing, c'est lui qui sait ce qui va se passer. Mais en revanche, je vais faire 3 observations avant de vous dire ce que moi je pense. Vous savez, les choses avançaient quand même politiquement. Soumaïla Cissé s'est rendu récemment, le chef de l'opposition, en Mauritanie. Il a rencontré le président Aziz, ils ont parlé du Mali. Je pense que le président de la République du Mali était informé avant. C'était de bonnes discussions. Ce que vous ne savez pas, Soumaïla Cissé Boubei, le Premier ministre, a aussi rencontré, d'après mes informations en privé, Tchébile Dramé, par exemple. Ça, c'est pas
c'est pas sorti dans la presse. Vous pouvez le dire demain en disant que c'est moi qui vous l'ai dit. Donc si Tchébile Dramé accepte de rencontrer Soumaïla Cissé, ça veut dire quand même que les choses étaient quand même quelque part en train d'avancer. Sur le nord aussi, par exemple, vous avez vu les dernières frappes sur Tombouctou, le fameux Abou Darda, par exemple, a été arrêté. Donc les choses avançaient. Vous avez vu, il y a 600 déserteurs de l'armée régulière qui sont revenus, c'est-à-dire des gens qui avaient regagné le maquis et qui sont essentiellement membres de la CME, qui sont revenus. Donc les choses évoluaient de mon point de vue. Mais là, c'est le grain de sable. Parce que les religieux, ça, c'était la déferlante. Vous avez vu aujourd'hui à Bamako, il n'y a quasiment pas eu de mariage. Alors que généralement, dimanche, c'est jour de mariage à Bamako. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une crise de ce genre-là. L'avenir du Premier ministre est entre les mains du Président de la République. D'autres parlent de son départ prochain. Moi, je ne le pense pas. Je vais vous dire pourquoi. Je crois qu'il est quand même encore là parce que nous allons voir sa capacité à régler ou à organiser le référendum et les législatives. À partir de ce moment, c'est le Président de la République, de mon point de vue, qui va décider. Oui, ce contexte, Kassim Tambadili. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit en mesure de comprendre que nous avons aujourd'hui un régime qui fonctionne, mais c'est que le président dispose aujourd'hui de la capacité de remercier le Premier ministre, à mon avis. Mais sur la demande des leaders religieux, je pense que ce départ n'est pas aujourd'hui opportun. À mon humble avis, seul aujourd'hui, un dialogue franc, il faut créer les conditions de négociation pour que nous puissions avoir des solutions endogènes par rapport à la situation qui prévaut. Ça, c'est mon point de vue. Oui, peut-être la malchance du Premier ministre, c'est que souvent, on entend du côté du RPM un autre son de cloche qui ne serait pas peut-être très, très favorable. Ajouter à tout cela aujourd'hui la sortie du Haut Conseil islamique et puis le shérif de Nioro, c'est un contexte vraiment difficile pour le Premier ministre, Maître Konaré, qui reste un peu dans ce contexte-là. J'avoue que la situation du Premier ministre est devenue assez difficile. Mais il a certains avantages aux yeux du chef de l'État. L'un de ses avantages, c'est qu'il ne recule pas devant l'adversité. On l'a vu lorsqu'il a pu organiser dans la tempête l'élection présidentielle et qu'il a pu sauver le Mali du vide constitutionnel. En second lieu, on l'a vu face à différents syndicats, et donc il n'a pas plié. Donc il apparaît comme une sorte de bouclier pour le chef de l'État, capable de le protéger contre le front politique et social. Le problème, c'est que il a aussi des défauts. Parmi ces défauts, c'est le fait que c'est pratiquement toutes les chapelles qui lui en veulent, que ce soit la majorité, l'opposition, les syndicats. Donc, il est sur un siège éjectable. Aujourd'hui, ce siège est rendu encore plus éjectable par la demande pressante des leaders religieux de le débarquer. Maintenant, est-ce que, en le débarquant, le chef de l'État aura la paix? Première question. Parce que les religieux, Mbouye, vous l'avez entendu, il a dit, si Ibeka veut aujourd'hui qu'il reste dans une situation conflictuelle non compliquée, il faut que Boubé parte. Mais même si Boubé partait, la situation resterait malgré tout conflictuelle. Donc cet aspect du problème est souligné par le Premier ministre lui-même dans une vidéo que j'ai vue défiler sur les réseaux sociaux. Il dit, si ces religieux-là pesaient ce qu'ils pesaient vraiment, nous ne serions pas là. D'accord. Ouais, alors, est-ce que le président de la République va raisonner dans le même sens que le Premier ministre en pensant que ces religieux ne pèsent rien? Okay. Donc ça, c'est une deuxième interrogation. Vraiment, c'est la boîte d'encre. Je n'ose pas me prononcer sur la décision du chef de l'État. D'accord. Et les éléments que je viens de souligner entreront, à mon avis, en ligne de compte dans la réflexion qu'il va nourrir avant de prendre sa décision. Je pense que très rapidement, sur le Premier ministre, on va voir clair dans 3 semaines. Vous savez, il y a une bronca quand même au sein des députés de la majorité du RPM qui se réunissent, qui demandent le départ également du Premier ministre. Je constate quand même que le Premier ministre prend des coups comme un rat de laboratoire. Vous savez, le rat de laboratoire, on met un rat dans un bocal et puis on le pique pour faire des expériences. Il n'a pas la possibilité de se défendre.
et le Premier ministre. Il ne se défend pas, de mon point de vue, assez. Problème au sein du RPM, le patron du RPM, c'est son premier adversaire politique, problème avec l'opposition, problème avec certains syndicats. Vous disiez tout à l'heure que c'est le bouclier du président de la République, mais en même temps, il ne faut pas oublier, le Premier ministre est un fusible. Oui, c'est infusible, surtout que quand on se réfère à l'histoire politique, l'histoire récente de ce pays, le Mali, tous les premiers ministres qui ont eu affirmé qu'ils ne partent pas sont passés. On se rappelle le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, à qui est-ce que je remettrai ma démission. Également le Premier ministre Moussa Mara Nteta Rochi. Je ne sais pas si on a encore entendu Boubé dire qu'il ne partirait pas. Mais quand même l'histoire... Ok, oui, Badou Sidikoba. Mais Boubé l'a dit lui-même, il dit que lui, il est un hérisson. Les chiens courent derrière le hérisson, les chiens ne peuvent jamais avaler le hérisson. Ça veut dire qu'il a des pics, donc pour l'avaler, ce n'est pas chose facile. Et c'est... Non, je ne vous parle pas, vous avez la parole, pardon. C'est une façon de montrer à la face de l'opinion publique que le faire partir est tout à fait compliqué. Et je pense que les religieux quand même ont fort à faire, parce que pour faire partir un hérisson, ce n'est pas facile, parce que le hérisson a des piquants. Quand tu le touches, il te pique. Donc c'est pas facile. C'est sûr, peut-être l'inquiétude, c'est qu'à la fin de ce meeting, les religieux, ce matin au stade, ils promettent de revenir autrement. Et ça peut être aussi l'autre inquiétude. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, quand je disais qu'il y aura une autre rencontre, au fait. Mais à mon humble avis, la question, le départ du Premier ministre n'est pas une solution. Parce que nous sommes dans une situation très tendue, à mon humble avis. Si aujourd'hui, on doit amener un nouveau Premier ministre, encore, ça risque de compliquer la situation. Ce qui est essentiel, que je dis toujours, il faut que le gouvernement puisse aujourd'hui assumer sa responsabilité en rassemblant aujourd'hui tous les acteurs autour des questions essentielles. Parce qu'actuellement, la divergence qui existe maintenant risque de pouvoir aujourd'hui tourner les choses à l'inverse. Actuellement, le président ne sait pas quelle décision aujourd'hui peut être juste. Un seul mot. Un seul mot. Je termine, Serge. Le départ de Boubaï n'est pas du tout une solution pour juste deux points essentiels. Le premier point, c'est quoi? C'est que nous sommes à la veille de l'organisation des élections législatives. En plus de cela, il y a les accords de paix, la mise en œuvre avec la pression de la communauté internationale. Je pense que sur ces deux points, on a intérêt aujourd'hui à asseoir aujourd'hui un dialogue franc entre tous les acteurs pour avoir des solutions endogènes. Ça, c'est un seul mot. Moi, je me souviens à l'époque du COPO, il y avait c'était soit Alpha ou Marconari, vous étiez aussi jeune à l'époque. Le COPO avait dit, on reconnaît le président Alpha Marconari s'il fait partie de son Premier ministre. Le Premier ministre à l'époque s'appelait Ibrahim Boubacar Keïta. Alpha Marconari a refusé. Donc le président de la République peut refuser, comme il peut accepter. Cela dit, on a deux échéances, vous parlez des élections. Vous savez qu'il y a un forum, comme il s'appelle, l'ami Makan Sissoko, qui s'occupe des réformes des institutions. L'opposition a claqué la porte. Mais pourtant, si vous voulez aller aux élections, il faut pouvoir associer tout le monde. Je dis, dans 3 semaines, on verra plus clair. Okay. C'est plus juste. Voilà. D'accord, oui, un dernier mot là-dessus. Un dernier mot. Ce que je conseille au pouvoir politique, c'est d'ouvrir davantage et de manière accélérée le dialogue politique. Exactement. Il y a en cours ce qu'on appelle une application accélérée de l'accord de paix. La paix commence d'abord entre les acteurs politiques. Il faut éteindre l'incendie qui est né après la présidentielle. Ensuite, il faut pactiser avec les religieux et ce sera chose facile après un accord, un compromis politique. C'est après ça qu'on va faire face aux autres échéances, le découpage, la révision, etc. Et le président du Haut Conseil a dit quelque chose qui vous a peut-être échappé. Il dit qu'on est en train de nous ôter notre souveraineté. Mais c'est vous qui écrivez son discours. Je suis un peu dans la même logique. Pour nous, le Mali est aujourd'hui sous une forme de tutelle qui ne me convient pas du tout. Donc il faut changer cette direction. Et cette direction ne sera jamais changée tant qu'il y aura un face-à-face exclusif entre le pouvoir et l'Occident, parce que l'Occident est beaucoup plus fort que le pouvoir. Il faut que le pouvoir élargisse sa base politique, sociopolitique.
pour pouvoir faire face à ça. Il faut qu'il dégonfle les biceps. Et ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Nos invités étaient Kassim Tambagile, consultant, Badou Sidi Koba, directeur de publication de Carrefour, Maître Chekmar Konaré, avocat, Serge Daniel, journaliste, écrivain. Merci de l'avoir suivi. 21h politique qui reçoit Ousmane Oumarou Sidibé, le président de la commission Justice, Vérité et Réconciliation. Merci d'avoir suivi ce débat. À dimanche prochain.